Salut à tous, enfin à tous, surtout à Olivier Claire. J'ai l'honneur de recevoir l'immense Olivier Claire Oh là en là, si ça commence comme direct ça va être long, hein. pour cette rencontre un peu confinée. Et pour l'instant, il y a pas de monde, mais le monde va arriver. Attends, je vérifie qu'on est bien en direct euh, sur la page. Ouais, tout est en place, c'est super. Olivier, salut, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Ah bah écoute, merci à toi, Alain, c'est sympa, hein. Voilà, ça donne Je... finalement, le paradoxe, c'est que le confinement donne l'occasion de faire plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas faites sinon, donc il faut voir le bon côté. Exactement, et tu as remarqué que c'est un peu, on a tous sauté sur l'occasion de faire des conférences en ligne pendant ce confinement. On a transformé, on a optimisé notre façon de communiquer, même si on est tous confinés les uns les autres, on a cette possibilité de communication à l'extrême, on a une utilisation des réseaux sociaux qui d'un seul coup est devenue beaucoup plus pertinente, et on a ces conférences en permanence de tous les côtés. Je te parle même pas de Zoom qui est passé à plus de 200 millions d'utilisateurs en un mois. Ouais. C'est vraiment une expérience, on en parle souvent, cet excès de communication soudain, alors qu'en même temps on a besoin de cette période pour faire une sorte de retour intérieur. Oui, bah, il y a toujours des paradoxes comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Et puis, tu vois, moi-même, la première, les deux premières semaines, je crois que j'ai proposé 3 réunions Zoom. Et encore, j'avais l'impression que j'y allais mollo parce que mon grand ami Bernard Groom, qui est un des spécialistes du cours en miracle en France, lui, il en faisait une tous les jours. Puis je me suis dit, oh, ça va faire trop, je vais y aller à 3. Puis finalement, de 3, je suis passé à 2. Et peut-être que j'en ferai finalement qu'une seule parce que ça prend beaucoup de temps et puis que je pense qu'on a aussi besoin de temps de digestion, de vivre un peu tous les aspects de cette situation. Mhm. C'est paradoxal et en même temps, il y a ce besoin de surcommunication. Dis-moi, je vais pas te présenter parce que tu as plein de casquettes, tu as plein de talents, écrivain, philosophe, tu as traduit les accords Toltec, tu as co-créé les cercles de pardon. On parlera du pardon un petit peu plus tard. Je voulais simplement te poser une question. Comment ça se passe pour toi cette période, ce confinement? Comment tu vis ça personnellement? Comment tu approches ça? Alors écoute, bah déjà, moi je pense que je fais partie des gens qui vivent ça dans des conditions assez privilégiées, puisque j'habite à la campagne, que j'ai un jardin. Je pense à tous ceux qui vivent ça en appartement, des fois nombreux. Donc, par certains côtés, je dirais que ma vie est faite de deux extrêmes, des moments où je suis seul et où je consacre surtout du temps à écrire, autrefois à traduire, mais maintenant je traduis pratiquement plus. Et puis des moments où je pars en formation beaucoup les week-ends. Donc ce côté-là, évidemment, a sauté. Hein, tous les déplacements, les voyages, les formations de prévues ont disparu. Mais le côté d'être à la maison, de travailler à la maison, d'écrire, d'animer des formations en ligne ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'était déjà familier. Donc c'est juste que ça a pris une part beaucoup plus importante. Mais j'ai la chance de le vivre bien et c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à vouloir animer mes propres réunions Zoom et à participer comme là à d'autres auxquelles on me convie. C'est de partager avec celles et ceux qui nous écoutent des outils, des réflexions, des choses pour essayer de vivre ça mieux, puisqu'il y a des personnes pour lesquelles cette période est particulièrement difficile, suscite des peurs, des colères, du chagrin, de l'incompréhension, etc., etc. Oui, alors il y a cette notion de peur qui était, je trouve, très, très présente au début du confinement et qui maintenant, avec cette annonce de sortie en France, hein, du moins, a pris une tournure un peu différente. Et on a beaucoup demandé aux uns aux autres comment aborder cette peur de, elle correspond à quoi? Est-ce que c'est une peur de manque, une peur de l'inconnu, une peur du futur qui n'existe plus, une peur de mourir, une peur de la maladie? C'était intéressant de se poser la question. Alors, je pense qu'il doit y en avoir effectivement des multitudes, comme tu viens de les énumérer. Et puis, il y a tout le volet peur, il y a tout le volet colère, qui est très fort aussi, je trouve, en ce moment. Euh,
Moi, ce qui m'interpelle beaucoup par rapport à ces émotions qu'on peut ressentir, c'est de se dire, attends, est-ce qu'elles sont liées à une réalité objective que je connais ou elles sont liées aux histoires que j'entends et aux histoires que je me raconte. Voilà. C'est un des thèmes qui me passionne depuis toujours parce que l'expérience montre que malheureusement trop souvent, les émotions que nous avons ne sont pas liées à une réalité objective, mais sont liées à une façon que nous avons de l'interpréter ou à des histoires qu'on se raconte. Avoir peur parce que j'ai failli me faire renverser par une moto ou une voiture, c'est une chose. Avoir peur parce que j'ai un animal sauvage devant moi aussi. Avoir peur parce que je me raconte des histoires que l'avenir prouvera être complètement fausses ou infondées ou partielles ou inexactes. Ou alors, plus que la peur, c'est beaucoup de la colère qui est alimentée en ce moment par toutes sortes de théories, d'hypothèses, etc. Je dis pas qu'elles sont fausses, mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour la plupart d'entre nous, elles sont pas vérifiables. Et que la question à un moment à se poser, c'est de se dire dans quel état ça me met. Est-ce que cet état me fait du bien? Est-ce qu'il m'est utile? Est-ce qu'il fait du bien autour de moi, à mes enfants, ma famille, ceux que je côtoie encore, avec ceux avec qui je suis en relation autour? Et quand on commence à prendre ce recul-là, ben, je trouve qu'on se dirige vers, moi, ce qui me passionne depuis toujours, c'est comment conquérir une plus grande liberté intérieure. Moi, c'est une obsession depuis que j'ai 20 ans. L'idée d'être le jouet des événements, le jouet des médias, le jouet des circonstances. C'est-à-dire que les situations, les personnes viennent m'appuyer ici ou là, et puis ça va susciter en moi des réactions émotionnelles. Ça me semble complètement incompatible avec la notion de liberté. Les êtres qui m'inspirent depuis des décennies, que ce soit Gandhi, que ce soit Mandela, que ce soit Viktor Frankl, que ce soit des êtres d'une certaine réalisation spirituelle, que ce soit Miguel Ruiz, Omraam Mikhaël Ivanov, d'autres, ce sont des gens qui ont donné l'exemple d'une vraie liberté intérieure. C'est des gens qui n'étaient pas dans la réaction viscérale. Et je pense que plus on arrive à développer cette liberté-là, c'est-à-dire plus on arrive à sortir de l'eau, la tête de l'eau des remous émotionnels, et plus derrière notre capacité de compréhension et donc notre capacité d'action va être nettement meilleure. C'est-à-dire que ma pensée ne va pas être complètement engloutie par mes émotions. Je vais être capable de prendre du recul, de la hauteur. Et puis derrière, les actes que je vais choisir de poser seront inspirés par tout ça. Pas simplement par une réaction émotionnelle, mais par une vraie pensée éclairée. Et là, ce que je constate, c'est que pour l'instant, on est dedans, on est le nez dans le guidon, on est dans ces événements. Et par définition, quand on est dans un événement, on n'a pas de recul. Le recul, c'est en général le temps qui nous le donne. C'est-à-dire qu'on a plus de recul sur un événement qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois, ou 1 an, ou 10 ans, que sur ce qui est en train de nous arriver là. Parfois, le recul, on l'a par la distance, c'est-à-dire tout d'un coup, on fait un voyage à l'étranger, on s'en va. C'est clair qu'en ce moment, c'est un peu raté, hein, et que ce recul, géographique nous donne une vision. Mais à chaud, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de suspendre son jugement jusqu'à plus ample informé. Et à partir du moment où je fais ça, je vais voir le niveau émotionnel baisser considérablement en moi. Hier, quelqu'un me disait, avec tout ce qu'on entend, je ne sais plus qui croire. J'ai dit, tant mieux, parce que l'idéal, c'est de croire personne. C'est de pas adhérer à ce... Parce qu'on va croire pourquoi? Parce que un tel est rebelle, donc un rebelle a forcément raison, ou un tel est en colère, puis ça vient résonner avec ma propre colère, avec mes propres blessures, donc je pars dedans. À un moment de se dire, et si je sortais de la croyance, et si je sortais du plan émotionnel, et si par la même occasion, j'essayais de sentir qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais à un tout autre niveau. Et ça rejoint un petit peu ce que je te disais au début, c'est cette connexion permanente qu'on a avec une abondance d'informations, avec les médias, etc., en même temps que cet isolement qu'on est en train de vivre. Ce mélange fait qu'on est dans abreuvé d'informations contradictoires, et ça nous empêche parfois d'avoir un jugement un peu plus lucide et de se consacrer sur ce qu'on a en nous. C'était ma remarque du départ. Justement, tu utilises ce mot de liberté, et bien là, on est dépourvu de liberté physique. Oui, c'est intéressant. C'est une belle métaphore. Les noms que j'ai cités tout à l'heure, en particulier Mandela. les 3, Gandhi,
Mandela, Mhm. Viktor Frankl. Viktor Frankl, peut-être que certaines qui nous écoutent le connaissent moins que les deux autres. Viktor Frankl, il a passé 3 ans en camp de concentration, à la sortie desquels, en 9 jours, il a écrit un ouvrage mythique dont on trouve de larges extraits dans un livre toujours imprimé aujourd'hui qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie. Il a créé la logothérapie. Et ce qu'il y a d'incroyable chez Frankl, comme chez Gandhi et Mandela, c'est que dans les pires conditions qu'on puisse imaginer, j'entends la grande concentration, cet homme va trouver une liberté intérieure que rien ni personne ne peut lui prendre. Et la logothérapie qui va enseigner et développer dans le monde entier derrière vise à ça, elle vise à permettre aux gens de retrouver une liberté intérieure, quelles que soient les circonstances qu'ils ont pu vivre ou dans lesquelles ils sont plongés. Mandela, 28 ans de prison. Comment il s'appelle? Gandhi, je pense que si on additionne toutes les séquences qu'il a passées en prison, on doit arriver facilement à une quinzaine d'années, je pense. Et le paradoxe, c'est des fois que au moment où il y a 4 murs autour de nous, que tout d'un coup on trouve le moyen de s'évader par le plafond. C'est une métaphore pour dire que c'est des fois dans des moments où notre liberté physique est réduite qu'on va découvrir qu'il existe une autre liberté qui est une liberté intérieure. J'aime bien rappeler ou dire que la liberté elle peut exister sur 3 plans qui correspondent aux 3 questions: quoi, comment et pourquoi. Voilà. Il y a ce que je fais. Voilà, je mange, je bouge, je me promène. Voilà. Mais il y a comment je le fais, de quelle manière je mange, quelle conscience je mets dans les choses, de quelle manière je regarde les gens, je touche les êtres qui me sont proches. Et puis il y a pourquoi, quelle est la finalité que je donne aux gestes que je fais. Et dans ces 3 niveaux-là, le premier est celui dans lequel on va le plus être susceptible de subir des épreuves, des maladies, des accidents, des moments où il y a des contraintes qui s'imposent à nous qu'on n'aurait pas forcément souhaité. Mais les 2 autres plans, c'est-à-dire quel sens je donne à ce que je fais, quel sens je donne au confinement en ce moment, est-ce que je le vis en victime, je le subis, ou est-ce que j'arrive à y infuser un sens? Et si j'arrive à mettre ce sens, hein, pour Frankl, le sens c'était logos, logothérapie, thérapie par le sens, bien, tout d'un coup, l'état émotionnel dans lequel je suis change, et comment je vais vivre ce confinement, comment je vais passer ces heures, ces semaines, comment je vais interagir avec mes enfants, ma famille et les autres, va être complètement transformé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une part de liberté qui est tout le temps présente en nous. Encore faut-il savoir qu'elle existe, et encore faut-il ensuite aller la conquérir. Frankl avait pour habitude de dire qu'entre le stimulus et ma réaction, il y a un espace de liberté. Mais si je ne le sais pas, eh bien, je me crois victime de tout ce qui se passe autour de moi. Et plus je découvre cet espace, plus j'y habite, plus je l'investis, et plus on arrive à avoir des êtres qui, même dans des situations difficiles, douloureuses, même dans des épreuves, etc., gardent cette liberté. Petite anecdote, hein, je discutais un jour avec José Ruiz, qui est le 2e fils de Miguel Ruiz, qui en a 3. Les 2 premiers ont déjà commencé à écrire des livres et à transmettre l'enseignement toltèque de leur famille. Eh bien, José raconte que lorsque son père a séjourné pendant des mois à l'hôpital, il a fait une terrible crise cardiaque. Tout le monde a pensé qu'il allait mourir à 52 ans. Voilà, il a été dans un état de santé catastrophique pendant 8 ans, un cœur qui fonctionnait à 15%, des douleurs permanentes. Mais cette liberté intérieure qu'il avait appris à développer à travers l'enseignement spirituel qu'il a suivi fait que même là, il restait quelqu'un de libre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas, ça ne veut pas dire que la situation n'était pas compliquée, mais José me racontait des interactions qu'il a eues avec son père à l'hôpital, où il restait le même qu'il a toujours été, un être habité par quelque chose aussi aimant que d'habitude. Alors, on se demande si cette découverte de la paix intérieure, sans parler même d'éveil, sans aller jusque-là, elle ne peut se produire que dans un inconfort finalement, et dans une situation délicate, dans un emprisonnement, dans une maladie, enfin dans une situation compliquée. C'est à partir de là qu'un questionnement de sens peut naître, on a envie de dire, alors que quand on est dans le confort et dans la facilité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est ce qu'on pourrait être tenté de croire.
Et en même temps, moi, je suis en désaccord avec ça dans le sens où, effectivement, bah, quand tout d'un coup une épreuve est là, je dirais quelque part, on n'a pas le choix. Mais le Mhm. choix, on l'a eu avant. Oui, Et, mais et le choix, c'est de se dire, est-ce que je vais attendre finalement que la vie me mette dans des situations catastrophiques pour me poser des questions fondamentales? Ou est-ce que je vais profiter de cette liberté que j'ai? Vous vous rendez compte? Enfin, j'entends dans l'époque où on vit aujourd'hui, ça fait au moins 30 ans que dans la moindre librairie, on a accès à toutes les sagesses du monde. On n'a jamais eu accès à autant d'enseignements, d'outils de développement personnel, de moyens de se transformer. Tout est là, et y compris sur l'alimentation, sur les relations humaines, etc. Mais il faut une envie, il faut l'envie de se dire, tiens, il y a des gens qui consacrent 10 ans de leur vie à devenir champion du monde de billard, d'autres à devenir un as en sport ou un instrument de musique. Et si je consacrais au moins 10 ans de ma vie à conquérir ma liberté intérieure, à transformer la qualité de mes relations, à devenir champion du monde de la vie intérieure. Et je fais exprès de dire ça parce que si je deviens champion du monde d'un sport connu, je vais gagner des millions. Si je participe aux Jeux Olympiques, j'aurai peut-être des belles médailles. Quelle médaille je vais recevoir si j'ai pris des années de ma vie à développer la paix intérieure, à développer la liberté? Personne ne va me donner de médaille. Et pourtant, j'ai envie de dire que ce qu'on gagne là, ça n'a pas de prix. Parce que d'abord, personne ne peut nous le prendre. C'est une richesse intérieure qu'on garde. Et j'ai envie de dire non seulement pour cette vie, mais pour les suivantes. Et peut-être qu'il faudrait davantage inciter les gens de se dire, mais ça vaut la peine de consacrer du temps à ça. Dans une société idéale, c'est des choses qu'on nous apprendrait tout petit. Pas seulement développer l'intellect, le savoir et les connaissances, mais le cœur, l'âme, l'esprit, de manière à former des êtres complets. Et ensuite, bah, il arrive ce qu'il arrive. J'entends, il y a des tas de choses qui se passent, comme là en ce moment, qui ne dépendent pas de notre vouloir individuel. Mais d'avoir conquis cette liberté intérieure permet même dans ces situations-là d'en faire quelque chose. J'ai mis hier une citation d'Etty Hillesum sur ma page Facebook. j'allais t'en parler. Voilà, voilà encore une femme qui, dans des conditions terribles, elle aussi a été en camp de concentration, Mhm. trouve cet espace de liberté et puis nous laisse un message qui, plus de 70 ans après, reste toujours aussi Mhm. inspirant. J'allais te parler d'Etty et justement, mais ça illustre bien encore cette renaissance au milieu d'une catastrophe. Euh, mais c'est vrai que on va pas discuter là-dessus pendant toute l'interview, mais c'est vrai que le confort matériel n'incite pas, je dirais, à cette quête de sens parfois. C'est Euh, vrai. J'ai terminé il y a 15 jours la retraduction d'un livre de Miguel Ruiz que j'avais pas traduit à l'époque, mais qu'on m'a demandé de retraduire aujourd'hui, qui s'appelle La Voie du savoir. Et Miguel raconte comment il avait la chance d'avoir un grand-père qui était un être déjà éveillé, sa mère aussi, et son grand-père lui disait, lui enseignait des choses, mais voilà, ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre, jusqu'au moment où effectivement lui aussi a eu un grave accident de voiture. Il a fait une NDE, une sortie de corps, et ça a démarré là. Mais je pourrais donner les exemples de plein de personnes, connues ou pas connues, qui ont fait un choix à un moment de leur vie de se dire je m'engage dans une voie spirituelle, ou je m'engage dans l'approfondissement de tel art martial, euh, où quelque chose s'est éveillé assez tôt, de se dire ça vaut la peine de se consacrer à l'essentiel. C'est vrai que le confort peut être un obstacle à ça, mais en même temps, si on regarde, on a souvent des petites invitations que nous fait la vie mhm. à un moment de dire tiens, et si tu regardais un peu par là, et si tu t'intéressais un peu à ça. Puis si on les écoute pas, en général, ça nous revient une deuxième fois de manière déjà un petit peu moins, un petit peu plus ferme, un petit peu plus sèche. Et puis si on n'écoute pas du tout, bah, effectivement, des fois, on a ce que les Américains appellent Mhm. un wake-up call, un réveil un peu brutal qui peut venir à l'occasion d'une maladie, d'un accident, d'une mise au chômage. Et c'est des fois, à l'occasion de quelque chose comme ça, comme la coquille d'un œuf qui se brise, que tout d'un coup, on va déployer des ressources qu'on ignorait. Et puis peut-être que rétrospectivement, on se dira, bah, heureusement qu'il s'est passé ça. Et là, on pourrait dire qu'on a un méga wake-up call planétaire. Et on aurait presque tendance un petit peu trop à donner une signification presque spirituelle à tout ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un danger comme ça de voir dans ce qui nous arrive, là, dans cette crise qu'on a complètement inédite,
sorte de signe mystique de l'univers qui nous est envoyé? Alors, je Est-ce que dirais que c'est les pas de la dangers, il y en a dans facilité, tous les voilà. sens. Mhm. Moi, le danger que je vois plus en ce moment, c'est le nombre de théories du complot qu'il y a à tous azimuts et qui fait qu'on reste dans une bande purement humaine, de trouver des coupables, de trouver des gens à qui on va faire des procès, de trouver comment alimenter et justifier sa rage, sa colère, sa frustration, etc. Personnellement, mais après c'est une question de chemin de vie, de constitution de nature. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est de me dire qu'est-ce que la vie nous essaie de nous dire. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la vie est omniprésente, la planète est vivante, ce monde que nous habitons est vivant, et je pense qu'un des plus grands drames de l'être humain occidental, c'est de l'avoir oublié, c'est d'avoir oublié que cette planète est un organisme comme on trouve dans de nombreux enseignements. Ceux qui penchent pour le scientifique, allez lire James Lovelock, l'hypothèse Gaïa. Ceux qui penchent plutôt pour des hypothèses plus spirituelles, bah, relisez Miguel Ruiz qui en parle souvent, relisez Ivanov, relisez d'autres auteurs qui nous disent cette planète est vivante. Il y a une unité, une interdépendance de toutes les espèces. Partant, nous qui sommes une espèce dans cette planète, même si nous l'oublions, même si on a l'impression que c'est Disneyland et que tout est là pour qu'on utilise les ressources pour s'amuser pour nous, si tout d'un coup on prend conscience de ça, c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce que la vie essaie de nous dire là? Moi, j'appartiens à une génération où, depuis que j'avais 20 ans, j'avais conscience de se dire, mais cette société dans laquelle on vit, elle n'est pas viable, elle n'est pas durable. L'image que j'ai depuis 40 ans, c'est d'une pyramide qui tient sur sa pointe. Et la seule inconnue avec laquelle je vis depuis 40 ans, c'est de me dire de quel côté elle va se casser la gueule. Économique, politique, écologique, autre chose. Parce qu'elle est pas viable, elle n'est pas saine. On est des millions à le savoir depuis longtemps et on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à changer les choses. Moi, j'étais journaliste en 92 à Rio de Janeiro quand il y a eu le premier sommet de la Terre, avec d'un côté le volet officiel de l'ONU et puis de l'autre côté, pour la première fois, 6000 ONG du monde entier qui se réunissaient là-bas. Voilà, ça a été un moment incroyable, toutes ces résolutions prises, etc. Mais derrière, est-ce qu'on a réussi à traduire ça en acte, en décision? Non. Et donc, aujourd'hui, de voir ce qui se passe, je ne peux pas effectivement m'empêcher de me dire, mais comme une hypothèse, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, est-ce que ce changement que nombre d'entre nous attendaient, espéraient depuis longtemps, est-ce que cette brèche, puisque ce qui se passe en ce moment c'est une brèche, c'est un grain de sable, il y a quelque chose qui ne tourne plus comme avant, est-ce que ça va permettre enfin l'émergence de ce que moi je vois se développer depuis 40 ans, avec une nouvelle médecine, une nouvelle économie, une nouvelle agriculture, de nouveaux rapports sociaux, etc. Tous les ferments d'un nouveau monde sont là, mais pour l'instant, ça n'arrivait pas à sortir parce que le système général faisait comme une chape de plomb. Alors, j'en sais rien. Peut-être que les forces de résistance de l'ancien système vont reprendre le dessus et essayer de nous faire encore une rallonge. Je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'il y a une formidable créativité, qu'il y a effectivement plein de gens qui se disent, il y a peut-être des choses à changer. Et encore un dernier mot, beaucoup de gens en France comme ailleurs dans le monde connaissent Amma, cette sainte hindoue qui a pris 30 millions de personnes dans les bras au cours des 30 ou 40 dernières années. Je trouve intéressant de voir que ça fait 3 ans qu'elle avait dit, après 2020, je ne pourrai plus voyager, on ne pourra plus voyager. Ça fait 3 ans qu'elle avait donné une nouvelle prière, un nouveau rituel à faire à toutes les personnes dans le monde qui la suivent en disant, il y a des événements qui se préparent, on ne pourra pas les empêcher parce que l'humanité est allée trop loin dans une certaine direction, mais on peut essayer de les atténuer un peu. Et de la même manière, je suis tombé il y a 2 jours sur une vidéo de Miguel Ruiz qu'il a enregistrée avec son fils aîné au moment de Pâques, donc il y a 10 jours, et où il dit la même chose. Il dit la planète est en train de se guérir. Il y a un changement. L'humanité ne contrôle pas la planète. Et donc, il se passe quelque chose. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a cette réponse que je trouve surprenante. Il dit rien. Il faut s'adapter. Il faut aller avec ce qui est en train de se produire. C'est comme si c'est une grande vague et que nous sommes invités à la surfer. Voilà. Alors après, j'ai conscience que ces propos sont peut-être pas entendables par certains, mais c'est là où je dis que chacun vit l'événement avec ses perceptions, avec sa conscience, avec sa façon d'appréhender les choses. Tout à fait, non, mais on est là pour entendre les avis des uns et des autres et
on est assez sur la même longueur d'onde généralement sur Olam. Et je suis heureux d'entendre ce que tu disais sur Ama. Je savais pas qu'elle avait dit ça. Et je salue d'ailleurs Brigitte qui nous rejoint et qui est une ancienne collaboratrice de l'équipe d'Ama. Et elle est arrivée juste quand tu as parlé de ça. Je reviens, on parle d'Ama, on a parlé d'Etty et Lissom. Et avant de parler sur les scénarios possibles de l'après, je voulais aussi te parler parce que l'autre jour, j'ai regardé une de tes vidéos et tu as parlé d'une femme que j'admire énormément, qui est Kristen Sanger, pour qui j'ai énormément d'admiration et qui m'accompagne régulièrement et j'ouvre régulièrement ses écrits pour lire quelques morceaux comme ça, de la même façon que je relis Une vie bouleversée d'Etty régulièrement. Et tu nous parlais de Où cours-tu, le ciel est à toi. Et c'est vraiment, moi, ça me touche à chaque fois d'une façon incroyable, à chaque fois que je replonge là-dedans. Et c'est justement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend avec nous de cette période maintenant pour changer individuellement. On parlera après du collectif possible, du changement collectif possible, mais il y a déjà cette approche de Christiane où tout est déjà là et pourquoi courir comme ça après un paradis impossible. Oui, alors, ouais, moi je trouve ce livre, il est magnifique. Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? En toi. Des fois, il faut que les événements, comme tu disais tout à l'heure, nous arrêtent pour qu'on ait l'occasion de faire ce retour, ou des fois, ça va être la rencontre avec quelqu'un qui va nous apprendre la prière, la contemplation, la méditation, autre chose, et puis tout d'un coup, on va commencer à explorer, à découvrir ces ressources intérieures qu'on a. Il y a des gens pour qui ce qui est en train de se passer maintenant est l'occasion de faire une première incursion dans ce monde-là. Il y en a d'autres. Le mouvement du développement personnel, je ne sais pas de quand il date, on va dire probablement des années 60-70. Donc ça fait 40-50 ans qu'il est là. Et c'est rigolo parce que moi, ça fait un moment que je disais que ce terme de développement personnel ne m'allait plus, comme si ça représentait une phase. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'une autre phase est nécessaire, qui est une phase de développement collectif, qui est une phase de développement relationnel, comme dirait Aruna Lipschitz, ou parce qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont commencé à faire ce chemin-là intérieurement, eh bien, ça peut s'élargir à des réseaux de plus en plus importants. Et je pense que quoi qu'il va suivre cette période de confinement, et peut-être qu'on en a encore pour un moment, avant que les choses se normalisent, si tant est qu'on revienne à une normalité d'avant. Mais je pense qu'un des mots-clés de l'avenir, ça va être solidarité. Ça va être de retrouver mille et une manières de faire les choses ensemble après avoir connu une phase d'individualisme considérable, que je ne vois pas d'ailleurs comme nécessairement négative. Il faut être un plein individu, c'est-à-dire il faut être individualisé, comme dirait Jung, pour pouvoir ensuite prendre sa part dans un collectif. Si j'ai pas développé mon identité, je vais me noyer dans le collectif. Si j'ai vraiment pris le temps de développer ce qui est en moi, ben ensuite j'apporte une vraie contribution individuelle unique à un collectif, comme je serais un musicien dans un orchestre. Mm-hmm. Alors justement, pour aborder ce sujet du collectif et d'une société qui pourrait évoluer, pardon. J'aimerais que tu nous fasses une petite introduction aux enseignements, au partage d'Eisenstein maintenant que tu traduis en français. Moi, je m'y suis intéressé au moment où tu as commencé à en parler, donc je t'ai suivi et puis je crois que c'est notre ami Denis Fabien qui m'avait envoyé un lien. Et j'ai été tout de suite conquis, ne serait-ce que il a fait une vidéo magnifique d'une dizaine de minutes que j'avais vue et revue. Si tu pouvais nous faire une petite introduction, je te demande pas un atelier complet sur Eisenstein, mais une petite introduction rapide parce que je sais que ça te passionne. Oui, ça me passionne. Ça me passionne pour une simple et bonne raison, c'est que en mai 98, j'étais au bord du lac de Neuchâtel en Suisse et je sais pas pourquoi c'est venu ce jour-là, à cet endroit-là, mais j'ai écrit un très long texte qui m'est venu de manière inspirée, que j'avais appelé La Nouvelle Alliance. Et où je prenais conscience que finalement, derrière toutes nos manières de faire dans tous les domaines, de l'agriculture à la médecine, en passant par l'économie et ailleurs, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du conflictuel. Et que
si on voulait à un moment transformer, passer de ce qu'on appelle l'ancien paradigme au nouveau, il faudrait réunir, reallier toutes ces dualités en nous et hors de nous qui sont en conflit perpétuel. Et lorsque je tombe 20 ans plus tard donc sur le livre de Charles Eisenstein, lui c'est plus un texte mystique qu'il nous offre, c'est un livre complet où en gros ce qu'il dit et qui rejoint mon intuition de l'époque, c'est nous vivons dans une société dont la pensée de base qui transparaît partout est une pensée de guerre. Voilà. En médecine, il faut combattre les virus, les bactéries, les microbes. On est en guerre contre le corps, on a un arsenal médical pour combattre tout ça. Dans l'agriculture, on est en guerre contre les insectes, les parasites, tout ce qui peut nuire aux cultures. En économie, on est en guerre les uns contre les autres, les pays, les entreprises, etc. Et le paradoxe, c'est que même dans notre vie spirituelle, on est en guerre. On est en guerre contre soi, on est en guerre contre son ego, on est en guerre contre son défaut. Donc, cette mentalité de guerre, elle règne absolument partout. Et en même temps, quand Eisenstein dit que ce dont il parle, c'est une histoire ancienne et nouvelle, ancienne parce que la notion de non-dualité existe depuis des millénaires, hein. En Inde, on appelle ça l'Advaita. Il nous parle, Eisenstein, d'une histoire de réunion. Voilà. Passer de l'histoire de séparation, qui est une histoire de guerre et de conflit, à une histoire de réunion, une histoire d'inter-être. Il se réfère beaucoup à Thich Nhat Hanh, qui est la seule façon qu'on a une chance de créer un monde qui soit vraiment différent. Pas juste superficiellement différent, mais en continuant les mêmes relations, les mêmes conflits, la même dualité, mais vraiment différent, c'est-à-dire avec un mode relationnel qui est totalement inédit et dont on voit déjà depuis 10, 20, 30 ans des bouts commencer à se développer. Et comme je le dis dans la préface à ce livre que j'ai écrit pour la version française, les idées, elles sont dans l'air, elles cherchent à s'incarner à travers nous. Et donc souvent, une même idée, on va en voir des versions différentes à droite et à gauche qui en présentent un petit bout, puis un autre bout. Et arrive un moment en général où quelqu'un va trouver la manière la plus aboutie, je dirais, de présenter cette idée. Et pour moi, c'est ce qu'a fait Charles Eisenstein. C'est-à-dire que dans son livre, Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible, tout d'un coup, à travers ces 36 courts chapitres où il balaye un éventail très très large, il nous trace un chemin qui prendra du temps, parce qu'on peut être très sensible à ses propos, après arriver à vivre ça au quotidien, dans son travail, dans sa famille, dans les situations qui nous préoccupent en ce moment. C'est un vrai défi, mais pour moi, c'est le défi le plus passionnant qu'il y a aujourd'hui, c'est d'arriver à cheminer vers cette conscience une, tout en gardant en même temps les différences qui font la richesse de la vie et de l'incarnation. Mmh. C'est un retour aussi, on parlait de médecine, on parlait d'économie, on parlait d'agriculture, c'est aussi un retour en force de toutes les sagesses ancestrales qu'on recommence à adapter à notre mode de vie occidental. Il y a un grand pan dans ce que j'avais compris de Eisenstein, il y a un grand pan aussi sur une nouvelle forme d'économie, sur la monnaie, sur l'utilisation de la monnaie, sur le commerce local, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors pour ton info et celle de ceux et celles qui nous écoutent, les éditions Jouvence prévoient de publier 3 de ces livres. Donc on a commencé par celui-là. Que tu traduis. Non, en fait, j'ai hésité à le traduire et puis j'ai eu le bon sens de me dire non, j'ai déjà trop d'activités comme ça. Donc il y avait à Paris Marianne qui avait déjà commencé à traduire de manière bénévole plusieurs articles de Charles. Et donc, on l'a chargé de faire cette traduction. Moi, je supervise, je suis l'édition de ce livre, mais c'est pas moi qui l'ai traduit. Et donc, il y a 2 autres livres de Charles dont les droits ont aussi été acquis. Un qui s'appelle Sacred Economics, donc l'économie sacrée. Voilà, je sais pas quand il paraîtra, quand il sera traduit, mais j'imagine dans le prolongement de ceci, peut-être dès l'année prochaine. Et puis un autre qui s'appelle The Ascent of Humanity, où il développe une vision différente de notre présence sur cette planète et de notre évolution, de celle qu'on entend assez souvent. Ce qui est intéressant chez Charles, c'est qu'effectivement, c'est un homme qui s'efforce d'être cohérent entre ce qu'il écrit et ce qu'il vit, et donc lui vit déjà depuis pas mal d'années, semble-t-il,
cette économie du don, c'est-à-dire que son livre, par exemple, en anglais et dans quelques autres langues, vous allez sur son site et vous pouvez le lire directement là maintenant, sans l'acheter, et ensuite derrière dire, bah, tiens, ce livre il m'a super plu, donc je vais donner 10 euros ou 20 euros, ou alors j'ai adoré, donc je vais payer 100 euros pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le payer. Et ces ateliers, ces conférences, ces retraites de 5 ou 7 jours sont toutes sur ce fonctionnement-là, c'est-à-dire ce que l'université du Nou appelle la participation consciente. C'est-à-dire, c'est moi qui suis responsabilisé comme client, comme acheteur, de me dire pour moi, qu'est-ce que ça vaut, quels sont les moyens financiers dont je dispose, parce que certains n'ont pas de sous et que Charles voulait que son travail soit accessible même à des gens qui ont des ressources faibles. Et donc, il fonctionne sur cette économie du don que je trouve intéressante. Voilà. Ok, on en parlera et peut-être on aura l'occasion de te voir en vrai pour un atelier ou une conférence sur ce sujet, peut-être même à Lyon. Qui sait? Qui sait? Je voulais enchaîner sur un autre thème, mais en même temps, je reviens un petit peu parce que je suis aussi les commentaires des uns et des autres. Et donc, je reviens sur ce commentaire de Sabine qui nous dit « Je rejoins les propos d'Olivier, même si parfois c'est difficile d'atteindre la paix intérieure. La question à laquelle je n'arrive pas à répondre est comment garder la paix, comment continuer sur le chemin du dev perso, comment continuer à aller vers ce nouveau monde et en même temps ne pas laisser faire les politiques n'importe quoi, le déploiement de la 5G, la suppression de la Cour de justice, etc. que des événements extérieurs, en fait, l'achat de drones, etc. » Si tu as une réponse pour Sabine. Oui, effectivement, c'est le grand défi. Moi, il y a un adage qui m'inspire beaucoup depuis très longtemps, que j'imagine certains d'entre vous connaissent. On dit que c'est un proverbe chinois qui dit « Ça ne sert à rien de combattre l'obscurité, il faut apporter la lumière ». Ça fait des siècles, ça fait des millénaires qu'on s'amuse à cette guerre du bien contre le mal. Regardez les dessins animés pour enfants, regardez les films pour adultes, regardez les films de super-héros, on n'a que ça. C'est comme si la trame universelle de nos histoires, à quelques rares exceptions près, c'est toujours, il y a un méchant, il faut combattre le méchant, et ça y est, le bien va régner. Et si on est honnête et qu'on fait un bilan domaine par domaine, on se dit quoi? Par exemple, la lutte contre les virus amène aujourd'hui de nombreux articles médicaux à dire on commence à voir apparaître des superbactéries qui résistent à tous nos antibiotiques. Bon. La lutte contre la drogue, le résultat, c'est que le marché de la drogue a connu un essor absolument monumental. Et domaine après domaine, chaque fois qu'on a voulu être en guerre, quand on a voulu lutter, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à renforcer la partie adverse. De la même manière que durant la prohibition aux États-Unis, eh bien, ça a amené un développement de l'alcool et une problématique autour de l'alcool absolument incroyable. Donc, à un moment, il faut se poser, s'arrêter, puis de se dire attends, mais quels moyens je suis en train d'employer pour essayer de changer les choses? Dans le livre de Charles Eisenstein, il y a une phrase qui revient au moins 5 ou 6 fois que j'aime bien. Il dit « On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je pars en guerre contre des gens dont j'estime que ce qu'ils font est mal, le risque, c'est que la manière dont je vais le faire va faire que même si je gagne, ce que je vais apporter, ce que je vais mettre en place derrière reproduira tout ce que je critiquais avant. Et on l'a vu tellement de fois, combien de révolutions ont abouti à finalement mettre en place un système derrière qui était juste une reproduction sous une forme différente de celui qui précédait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où il faut dire stop. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans le livre d'Eisenstein, c'est que de la même manière que Christian Singer accueillait tout de la vie, il dit la force, elle fait partie de l'existence. Donc, il y a des moments, si quelqu'un tout d'un coup s'en prend à un de mes enfants, je ne vais pas commencer à essayer de tenir un discours mystique. Il y a des éléments concrets. Le drame, c'est quand la force devient le recours premier et systématique à tout ce qui se passe. Donc, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se joue maintenant, je pense qu'une des choses les plus importantes que nous puissions faire, c'est par nos pensées, par nos sentiments, par nos intentions, d'alimenter comme un énorme réservoir d'énergie, un égrégore, un champ morphique, trouvez le mot qui vous convient, qui soit en phase avec ce nouveau monde qu'on veut. Parce que les nouvelles formes, elles existent. Elles existent depuis 30, 40 ans. Pourquoi elles ne s'imposent pas? Parce que
l'ancienne histoire, l'ancienne façon de penser, l'ancien mode relationnel est toujours prédominant et donne vie à ces anciennes formes. Plus on va retirer notre haine, notre violence, notre agressivité, plus on va arriver progressivement à installer en nous quelque chose de l'ordre du centrage, de la paix, de la lumière, et plus toutes ces nouvelles formes vont à un moment nous sembler des évidences. Voilà. Et ce qui m'interpelle de nouveau, en ce moment, j'aime bien aller écouter, comme je disais, des vidéos de quelques êtres qui ont pour moi un niveau de réalisation, d'éveil qui est probant, que ce soit Miguel Ruiz, que ce soit Ama, que ce soit d'autres. Je n'ai pas trouvé une seule fois dans les propos que nous tiennent ces êtres-là des choses qui sont de l'ordre du combat. Ils nous parlent de comment nous transformer, de comment utiliser ça pour faire un travail intérieur. Et le risque, c'est qu'à vouloir combattre des choses, eh bien, on parte dans de nouvelles croisades avec une... Est-ce que vous avez observé comme moi la façon dont le niveau de haine augmente sur certains réseaux sociaux, dans certaines thématiques? Et c'est pour ça que j'avais mis cette citation de Etty Hillesum sur ma page Facebook, parce qu'elle disait à l'époque, voilà, son choix c'était propager la paix. Haïr. Oui. Voilà. Ne pas élever encore plus le niveau de haine, parce que s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que si on participe à ça, le résultat ne sera certainement pas celui qu'on veut. Oui, et tu as prononcé un mot qui est essentiel, c'est l'acceptation. Et c'est vraiment, on peut faire le parallèle entre le monde extérieur justement et cette acceptation et apporter la lumière de la même façon qu'à l'intérieur de soi, il se passe exactement la même chose dès qu'on résiste, dès qu'on est en lutte avec des aspects de soi-même, au lieu de les accueillir, on leur donne vie encore plus fort. Je crois que c'est Arnaud Desjardins qui disait toute la recherche spirituelle et le travail se résument en un seul mot, c'est oui. Et c'est tout ce qu'il y a, oui à ce qui est, oui à ce que la vie apporte. Alors après on a aussi quand même, on a l'exemple de Gandhi ou celui de Mandela ou d'autres qui est très inspirant, c'est-à-dire que la résistance passive, la désobéissance civile, c'est aussi une manière de poser des limites, mais qui n'est pas dans l'agression. Oui. Et ce petit bonhomme qui avait aucune fonction officielle a réussi à transformer ce qui était le plus grand empire que la Terre ait connu, puisqu'on disait que sur l'Empire britannique, le soleil ne se couchait jamais. Donc il y a un message très intéressant. C'était pas un béni oui-oui, Gandhi. Hein, c'est quelqu'un qui avait une force intérieure, qui avait un courage hors du commun, mais qu'il n'a pas utilisé de manière combative à aller casser, démolir, combattre l'Empire britannique, mais qui, par cette attitude-là, a réussi à fédérer et à amener un changement d'une manière tout à fait inédite. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir de nouvelles croisades, de nouveaux va-t-en-guerre et des discours qui, même dans les gens que je connais ici autour de moi, amène un niveau de haine, de colère qui fait qu'on se dit, mais si on n'était pas confiné, les gens iraient tout casser. Ouais, c'est exact. Et justement, il faut faire attention justement avec tout ça en ce moment, là, avec ces informations, cette haine, ces commentaires en permanence sur les réseaux sociaux. C'est assez fatigant. C'est Carolina qui nous dit c'est terrible de lire les commentaires sur Facebook. Le pouvoir de l'accueil, c'est être en paix avec nos émotions, quel que soit, être un avec. Si je peux rajouter encore une chose par rapport à ça. Oui, vas-y. Il y a des actes avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Il y a des comportements, il y a des choix, il y a des projets qui peuvent nous sembler inadéquats et pas justes. Là où ça devient pour moi beaucoup plus dangereux, c'est à partir du moment où on prête à quelqu'un qui agit d'une manière avec laquelle je ne suis pas d'accord des intentions malfaisantes, diaboliques, criminelles, etc. Et ça, c'est quelque chose de tellement automatique. C'est-à-dire, quelqu'un se comporte d'une façon qui me déplaît, je me dis, c'est forcément quelqu'un de mal intentionné. Alors que si je prenais 3 secondes pour me mettre à sa place ou pour échanger avec lui, ben je comprendrais qu'en fait, son choix obéit à une cohérence interne. Quand Goldman chantait « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt », c'est une belle leçon d'humilité, c'est des fois de se dire, mais en fait, si j'avais vécu le parcours de cette personne-là, si j'avais les informations à laquelle elle a accès, si j'avais reçu l'éducation qu'elle a, et si j'avais les mêmes responsabilités qu'elle a, si ça se trouve, je ferais la même chose. Et ça, c'est un message d'unité. C'est un message qui refuse de dire l'autre, il est diabolique. L'autre, il est complètement différent de moi. Moi, si j'étais à sa place, je ferais mieux, je sais mieux, etc.
en fait, il y a une extraordinaire posture d'orgueil là derrière, dans laquelle on devrait vraiment beaucoup se méfier. C'est de se dire, mais en fait, j'en sais rien. Et probablement, le plus probable, c'est que notre humanité profonde, elle est la même, et que ces gens-là ont la conviction que ce qu'ils font est bien. Ils sont animés de bonnes intentions, mais elles prennent une forme qui n'est pas du tout celle que j'aurais choisie. Avec la même électricité, je peux faire marcher un frigo ou je peux faire marcher un radiateur. Avec la même électricité, je peux faire accélérer un moteur ou faire marcher des freins électriques. Mais c'est la même électricité. Voilà. C'est une image qui me vient comme ça, juste pour dire, ne rentrons pas dans le jeu de la diabolisation, ne rentrons pas dans le jeu de prêter des intentions malfaisantes à l'autre. Quand Miguel Ruiz dit, troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Dès que je prête des intentions à quelqu'un d'autre, je fais des suppositions. Et le drame, c'est que la plupart de nos suppositions de cet ordre-là, elles sont négatives. Les autres sont mal intentionnés. Le gouvernement nous en veut, les multinationales. Voilà. Sans se dire, mais est-ce que j'ai déjà parlé une fois avec une de ces personnes? Oui, Moi, je me souviens d'un échange que j'ai eu il y a 25 ans avec Brice Lalonde, à l'époque où il était ministre de l'écologie. Mais c'est intéressant de parler avec ces gens, de se rendre compte ce qu'est vraiment leur vie. Quelles sont les intentions qu'ils ont? Quelles sont la marge de pouvoir qu'ils ont vraiment? Quelles sont les informations dont ils disposent? Et là, ce côté chez nous qui fait de nous des Lucky Luke du jugement, qui nous croit habilités à juger tout et tout le monde, depuis chez nous, depuis les informations qu'on dispose, ben tout d'un coup, ça redescend. Puis on se dit, en fait, j'en sais trop rien. Je suis pas d'accord avec ce choix-là. C'est pas ça que je ferais moi, mais je vais quand même garder l'idée que cet homme, cette femme, c'est un être humain comme moi et qu'on n'est pas différents foncièrement, essentiellement l'un de l'autre. Tes paroles de sagesse ne sont, hélas, pas toujours illustrées en ce moment. Et c'est vrai que c'est cette obsession à avoir raison et à avoir un avis et de ne pas accepter l'avis contraire, c'est le début de la guerre, quoi. Enfin, ça commence comme ça, un conflit. Je vais enchaîner sur justement, qu'en est-il du pardon, Olivier? Est-ce que pardonner, c'est forcément tout accepter? Non, mais alors justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce que l'approche du pardon que je transmets, qui est tellement atypique et tellement différente de ce que peut-être certains d'entre nous ont entendu parler dans leur éducation religieuse. Je dis ça parce que moi, j'ai été élevé catholique, donc le pardon, j'en avais une certaine perception, mais qui a rien à voir avec ce que j'ai découvert avec Miguel Ruiz et ce qu'on transmet aujourd'hui dans les cercles de pardon. J'ai appelé ça cercle de pardon, j'aurais pu appeler ça cercle d'humanité, j'aurais pu appeler ça aussi cercle d'humilité. Parce qu'une des choses justement qui se passe dans ce processus qu'on met en œuvre, c'est qu'il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Il y a quelque chose qui lâche dans cette conviction que moi j'ai raison, l'autre a tort. Moi je suis une victime, l'autre est un salaud. Il y a cet enfermement dans la tête, à un moment il lâche et il y a quelque chose qui nous libère de ce carcan émotionnel. Ça fait pas de nous des bénis oui-oui, ça fait pas de nous des gens qui vont tout accepter et laisser faire n'importe quoi. Ça fait de nous des êtres qui sont suffisamment libres dans le cœur pour que les décisions, les choix que nous allons faire derrière ne seront pas dictés par la peur et par la haine, mais par la lucidité, par la clarté, par l'empathie, par la compréhension, par la fermeté aussi, parce que comme je le dis dans mes ateliers, on peut pardonner et en même temps aller déposer plainte en justice. L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Donc le pardon, et Gandhi le disait, le pardon nécessite du courage. Le pardon, c'est pas un acte de faiblesse. Voilà. Mais cette posture d'humilité, elle me semble très très intéressante, justement parce que je pense qu'une des choses dont on crève aujourd'hui en tant qu'espèce humaine sur cette planète, c'est de notre prétention, c'est de notre orgueil, c'est de notre arrogance. C'est de croire qu'on maîtrise le corps, c'est de croire qu'on maîtrise la nature, c'est de croire qu'on a tout compris et qu'en fait, il y a l'espèce humaine et il n'y a rien en dessous. On avait oublié la terre, il n'y a rien en dessus, on s'est coupé du ciel. Et là, on a une occasion formidable à un moment de faire une brèche dans cette bulle dans laquelle on vivait depuis des décennies et de se reconnecter en haut et de se reconnecter en bas. Humain, ça vient d'humus, la terre. Ça a donné aussi humilité. Et je pense que lorsqu'on retrouve cette humanité, lorsqu'on retrouve cette humilité, il y a plein de portes qui s'ouvrent intérieurement et extérieurement. Il y a Carolina qui nous dit qu'elle fait souvent des cercles de pardon et c'est extraordinaire ce qui se passe quand c'est nous qui demandons pardon, c'est un bouleversement interne. Est-ce que demander pardon, ça demande d'abord justement un pas vers l'humilité?
Euh, non, en réalité, enfin, ça marche probablement dans les deux sens, mais en Mhm. fait, comme beaucoup de gens qui viennent à un cercle de pardon ne savent pas forcément à l'avance quels sont les exercices qu'on va leur faire faire, par quoi ça va passer. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont un peu désarçonnés quand tout d'un coup, à un moment, ils se retrouvent dans une situation où ils sont amenés à demander pardon les yeux dans les yeux aux personnes qui se présentent, puis après, dans les étapes suivantes, demander pardon à leur bouc émissaire, à plus grand que soi et à soi-même. Mais quand ils le font, il y a une espèce de bouleversement intérieur qui se fait. C'est-à-dire que l'ego en nous, une des définitions que j'aime en donner, c'est la partie dont le job permanent, c'est de nous donner raison. C'est-à-dire du matin au soir, dans tout ce qui arrive, c'est moi qui ai raison. Et c'est l'autre C'est qui a tort. excellent, c'est excellent. Voilà. Christiane Singer citait un poète israélien en exergue de son tout dernier livre. Ce poète disait, là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne refleurira pas au printemps prochain. C'est joliment dit, c'est très poétique. Donc, l'ego en nous, il passe son temps à nous donner raison. Et le moment où on est capable de dire je te demande pardon, mais il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. C'est-à-dire que cette armure de l'ego dans laquelle on est, tout d'un coup, il y a une fente, une brèche, et la lumière, la vie, l'amour, le pardon peut de nouveau nous traverser. Moi, je dis que j'apprends pas aux gens à pardonner, je leur apprends à créer les conditions intérieures pour être traversés par le pardon, pour être traversés par l'amour. Et c'est ça la magie de cette approche-là. C'est qu'elle nous restitue une véritable humilité, c'est de se dire, en fait, je croyais que j'étais pas bien parce qu'il m'est arrivé ici, parce qu'on m'a fait ça, parce que les autres ceci et cela. Et en fait, je me rends pas compte que la clé de ma prison, elle est dans ma poche, que la prison, c'est moi qui l'ai construite tout seul, et qu'en fait, je peux l'ouvrir et je peux m'en libérer. Voilà. C'est ce qu'avait raconté d'ailleurs très joliment, comment s'appelle-t-elle? Ingrid Betancourt. Hein. Tout le monde sait qu'elle a été 5 ans prisonnière des FARC en Colombie. Quand elle sort, quand elle revient en France, elle va faire tout un travail intérieur, et puis ça bute, et puis ça bute, et puis elle en veut à ces gens et à ces 50 perdus, et elle est dans un combat intérieur. Et en même temps, c'est une femme de foi, donc elle ne peut pas se satisfaire de ça. Et dans une interview qu'elle a donnée, elle raconte comment, à un moment, tout d'un coup, elle se dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec ces gens là-bas. C'est juste une histoire entre moi et mon ego. Voilà. Et comment tout d'un coup, elle trouve cette porte intérieure, elle trouve la clé de sa prison dans sa poche, et là, ça lâche, et là, ça s'ouvre, et là, elle est de nouveau libre. Et dans ce travail de pardon, c'est un travail d'humilité, mais c'est un travail de libération. Et une fois qu'on n'est plus prisonnier de l'étau de nos ressentiments, nos haines et nos colères, eh bien, la pensée qu'on va pouvoir avoir derrière, elle est beaucoup Mhm. plus vaste. Parce que le cœur, je dis toujours, il est entre la tête et les mains. Donc, si mon cœur est blessé et malade, ça dénature mes pensées et ça dénature tout ce que je vais vouloir réaliser et entreprendre. Donc, si je guéris le cœur, je libère ma pensée et je transforme non seulement mes actes, mais jusqu'à ma propre santé physique. Mais Olivier, cette libération du cœur et cette non-identification à ses colères et à ses peines et à sa souffrance, cette séparation aussi de cela, pourquoi ça doit passer par un pardon? J'avais envie de te dire pourquoi pas. Non, mais je veux dire, pourquoi? Je veux dire, en fait, on essaie se libérer de son ego, ok. Trouver la clé de sa libération. Comprendre que son ego veut sans arrêt nous donner raison, ok. Mais pourquoi concrètement ça passe par un pardon? Pourquoi pas? Tu peux me dire, mais À je veux dire, l'extrême, j'ai envie de dire, j'en sais rien. Tout ce que je d'accord. vois, moi, je suis un obsédé par la pratique. Je lis et j'écris depuis 40 ans avec toujours une optique pratique. Est-ce que ça va changer ma vie, changer ma santé, changer mes relations? Quand j'arrive il y a 20 ans au Mexique et que Miguel Ruiz me fait vivre ce rituel, euh, il m'explique rien. Il me dit, fais ça. Je fais et en faisant, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tout d'un coup, une porte s'ouvre que j'avais jamais imaginé ouvrir de cette façon-là. Et quand je vais à mon tour transmettre ce travail 10 ans plus tard, en faire un livre, en faire des cercles, etc., ce que je vois, c'est que ces 4 mots, je te demande pardon, prononcés dans ce contexte-là, de cette façon-là, ça ouvre une porte qu'on a tous tellement besoin d'ouvrir D'accord. derrière. Mhm, mhm. Alors, il y a des gens qui me font des très beaux discours spirituels que je comprends tout à fait, qui me disent, mais dans l'absolu, il n'y a rien à pardonner parce qu'il n'y a rien de mal qui est arrivé. Oui, intellectuellement peut-être, mais dans mon cœur, niet popov,
Hein, j'ai mal, je souffre, j'en veux, etc. Et le paradoxe, c'est que les outils de pardon, que ce soit le don du pardon, que ce soit Ho'oponopono, que ce soit le travail en holo-énergétique du docteur Lascaux, ils vont ouvrir cette porte qui va effectivement, à un moment, amener cette prise de conscience de dire, mais au fond, je m'étais raconté toutes ces histoires, mais c'était des histoires, il n'y avait rien à pardonner. Mais il faut avoir pratiqué le pardon pour se rendre compte qu'il n'y avait rien à pardonner. Je ne sais pas si il y a une espèce de paradoxe complet dans cette pratique qu'il faut avoir expérimenté pour le saisir. Je crois qu'il y a une journée internationale du pardon en septembre, non? En fin de l'année, quelque chose comme ça? Oui, on l'a lancée l'année dernière, le 18 septembre, et donc elle Ouais. va être renouvelée, sauf imprévu ou contretemps, le 18 septembre chaque année, donc 18 septembre 2020. On espère avoir de nouveau de très nombreux événements dans de très nombreux pays. L'année dernière, pour une première, on a eu 20 pays participants et on a eu plus de 130 événements programmés ce jour-là, qui étaient inscrits sur la page Facebook de la journée et sur le site internet dédié. Ok. Euh, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Olivier. On va conclure. Je voulais juste qu'on termine sur une note, parce que le thème de toutes ces rencontres que j'organise depuis un mois, c'était comment traverser ensemble cette période et comment vivre ça mieux ensemble. Et je vois qu'il y a encore des questions qui reviennent sur la peur et comment sortir de la peur. Si tu avais un petit message de conclusion à nous adresser à tous sur justement qu'est-ce qu'on va prendre avec nous pour la suite sur cette période? Par rapport à la peur, moi, ce qui m'aide personnellement, euh, c'est ce que j'appelle, j'ai une confiance foncière en la vie. Et confiance, l'étymologie confiance, ça veut dire avec foi. Voilà. La foi, c'est pas quelque chose de religieux ou d'abstrait, c'est au-delà de ce que je comprends. Et Dieu sait s'il y a des tas de choses aujourd'hui, on n'y comprend rien, on ne sait pas, on comprend pas, on n'a pas de recul. C'est au-delà de ce que je sais, au-delà de ce que je crois, de se dire, mais moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est une expérience que j'ai vécue intérieurement, c'est de se dire, cette vie ne nous veut pas de mal. Le ciel, pour ceux qui croient au plan divin, ne nous veut pas de mal. Et au lieu de commencer à laisser mes méninges partir en vrille et puis mon cœur se serrer dans la peur et dans la colère, de dire, et si chaque matin quand je me réveille, je prends un temps, je ferme les yeux et je me lie à la vie avec un V majuscule, je me lie au divin, je me lie à la source, je me lie à plus grand que moi en disant, voilà, guidez-moi. Je ne sais pas pourquoi tout ça se passe, je ne comprends pas où ça veut aller, j'ai bien conscience que ça fait longtemps que cette humanité, elle est un peu paumée. Guidez-moi, éclairez-moi, soutenez-moi de manière à ce que chaque jour, je sois là où je dois être, je fasse ce que j'ai à faire. Et j'ai envie de travailler avec la vie. Antibiotique, ça veut dire contre la vie, avec la vie, en symbiose. Voilà. J'ai envie de travailler avec la vie, avec ce qui me dépasse, de pas tout le temps être en peur des maladies, peur de ci, peur de ça, mais de me dire, et si je retrouvais la confiance en la vie? Et si je faisais ce pari qui me semble plus intéressant que le pari de Pascal, de se dire, la vie me veut du bien et je vais me lier à ce courant de vie qui traverse aussi bien les plantes, les animaux, les océans, les nuages. Et si je suis lié à la vie, si je suis dans les bras de la vie, porté par la vie, quoi qu'il arrive, ça sera juste, ça sera bien et je vais accompagner ça. Quand j'ai une vague de 20 mètres devant moi, je peux pas y résister. Par contre, je peux sortir une planche de surf et puis la laisser me conduire, me guider jusqu'à des rivages plus sereins. C'est une belle conclusion. Merci Olivier d'avoir participé. On va vous indiquer le site d'Olivier si ça n'a pas déjà été fait dans les commentaires, etc. pour retrouver un peu toutes ses activités, suivre un peu ses écrits aussi et replonger dans ses livres. Je me rappelle, il y a un an, quand on s'était vu, tu m'avais présenté ton livre, ça m'avait beaucoup plu, le titre, je ne l'ai pas lu encore, mais c'était sur l'être que je m'envoie L'être à ma prochaine incarnation. L'être à ma prochaine incarnation, j'avais adoré ce concept. Et voilà, ça c'est un livre aussi que je vous conseille, même si je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est passionnant. D'ailleurs, je demanderai à Olivier qui m'envoie une copie. Oui, très volontiers. Il vient de ressortir en poche chez J'ai lu et depuis qu'il est sorti, il me vaut des courriers magnifiques. Il y a 14 lettres, chacune sur un thème différent. Et il y a plusieurs des choses dont on a parlé ce soir que j'ai développées sous ce format de lettres à une incarnation future.
Bon, super. On a parlé de beaucoup de choses en 50, en 1 heure. C'était très concis. Il y avait plein de sujets qu'on pourrait développer pendant des heures. En tout cas, je te remercie vraiment chaleureusement d'avoir participé. Et puis, je remercie à tous les gens qui sont là et qui nous ont suivis et qui ont laissé des commentaires. La vidéo reste bien sûr en replay sur la page Facebook et elle sera aussi sur notre chaîne YouTube. Et un merci aussi à Sri Guevara, c'est-à-dire Denis Fabien Corlin, à la réalisation et qui collabore sur tous les projets. Merci à tous. À Merci bientôt. à toi, Alain, et merci à tous ceux et celles qui étaient avec nous. Je vois qu'il fait sombre là. Ouais, ouais, il va falloir On que va tu allumes avoir un de petit peu. l'orage, donc du coup, Oui, désolé d'avoir terminé c'est pas grave, on terminé la termine à réunion un temps. peu dans une pénombre comme ça. À plus. Salut à tous. Merci. Ciao.